Bonjour et bienvenue dans Une minute, un livre. Je vous parle aujourd'hui de 7 essais Homo-nationalisme contre la normalisation LGBT de Yasbir Kapua aux éditions Amsterdam 2026. Un essai vraiment incisif qui revient sur cette question de l'homonationalisme. Alors tout d'abord le contexte, celui des attentats de 2001, et celui-ci permet de comprendre bien l'argumentation déployée dans l'ouvrage. Alors quelles sont les spécificités et les différences entre hétéronormativité, homonormativité, homosocialisation ou encore homonationalisme, mais c'est bien notamment un des points importants de l'ouvrage. Alors dans quelle mesure les discours progressistes affichés ne sont-ils finalement pas des logiques dites paradigmatiques de renforcement des normes de genre et de sexualité? Ou encore, on peut poser la question, dans quelle mesure peut-on parler de technologie de pouvoir? Alors le terme homonormativité est emprunté à Lisa Degan, qui écrit que l'homonormativité est une politique qui ne conteste pas les hypothèses et les institutions dominantes de l'hétéronormativité, mais les soutient tout en promettant la possibilité d'une culture gay démobilisée, ancrée plutôt dans la domesticité et la consommation. Alors le concept est notamment construit à partir de l'hétéronormativité, qui renvoie à cette idée d'hétérosexualité obligatoire. On pense bien évidemment aussi au travail d'Adrienne Rich. Alors on parle donc d'homonationalisme ici, et je cite, afin d'appréhender de façon explicite les agencements contemporains de l'exceptionnalisme sexuel américain et de la nation. Elle est ainsi la manifestation d'une collusion entre homosexualité et nationalisme, aussi bien générée par les sujets gays, lesbiens et queer eux-mêmes, que par la rhétorique de l'inclusion patriotique dans la nation. Par exemple, en réutilisant la rhétorique nationaliste ou en réinstaurant ce qu'on appelle la géographie imaginaire homonormative. Alors donc les homos, au final, embrassent la rhétorique patriotique du nous contre eux, s'alignent ainsi sur une production discursive à la fois raciste et homophobe. Et cette articulation avec le racisme est pleinement importante dans ce travail. On le voit du coup dans l'homosexualité, plutôt une homosexualité ici dans un cadre du coup nationaliste, une intégration conditionnelle, sous condition, dans l'ordre national, et donc instrumentalisée notamment pour humilier l'ennemi, c'est ce qu'on va voir un petit peu après. Alors par exemple, on va retrouver la mobilisation de connotations négatives de l'homosexualité utilisée, instrumentalisée pour, par exemple, racialiser et sexualiser des figures comme Oussama Ben Laden, qui deviennent figures du terroriste féminisé. Bien évidemment, le féminin revient toujours ici, vous savez bien pourquoi. Et donc féminisé et sexualisé dans les discours médiatiques. Donc on voit bien le début de cette instrumentalisation. Et on comprend comment se construit cette logique paradigmatique au fil de l'écriture. Alors la sexualité du terrorisme, pour reprendre l'intitulé du chapitre, revient donc sur le fait que la masculinité dite hégémonique repose sur des fondements hétérosexistes. Bon. L'homosexualité comme ennemi de la nation, lien entre misogynie, masculinité et terrorisme. Donc on voit bien comment tout est en train de s'imbriquer. Des fantasmes d'harmonie raciale et de normativité de genre véhiculés par l'homonationalisme, ou encore le fait que dans le contexte états-unien, on est vraiment au cœur de ce contexte-là. Certaines pratiques queer ont déjà pu être assimilées dans une logique homonationale, ou encore que la violence de l'homophobie apparaît légitime lorsqu'elle est dirigée contre une personne dont la nationalité est rendue pathologique, tandis que la violence du racisme se révèle inhérente à la dégradation homophobe. Alors l'histoire, je cite, de la théorie queer et des études gays et lesbiennes euro-américaines révèle notamment un nouveau clivage qui oppose désormais une homosexualité nationale blanche, dite honorable, et une homosexualité non nationale et donc non blanche, dite intolérable. On voit bien encore une fois comment se construit, voilà encore une fois toute cette logique paradigmatique. Alors un second chapitre intitulé Abu Ghraib et l'exceptionnalisme américain enfonce le clou concernant le patriotisme états-unien et le régime donc hétéronormatif. Alors on a l'exemple notamment de longue partie qui explique que le corps musulman est vu, est perçu, utilisé comme un objet de torture. Et donc cet exemple illustre parfaitement la thèse précédente. Alors pourquoi la violence est naturalisée comme réponse adaptée et conséquence inévitable de la sexualité non normative? Alors le corps musulman est construit comme pathologique, ça on l'a déjà dit, mais sexuellement déviant et potentiellement homosexuel, et donc perçu comme objet particularisé de torture. Alors l'humiliation sexuelle fut alors utilisée comme acte de torture en forçant par exemple des hommes à se masturber devant d'autres hommes et à mimer des actes sexuels. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, enfin, tout simplement non, mais on l'explique parce que l'homosexualité est notamment taboue dans les cultures islamiques et que ces actes sont donc une forme d'humiliation terrible que puissent endurer, les personnes musulmanes.
Alors les actes de torture servent aussi à réaffirmer, la virilité américaine, hein. Ça fait partie aussi des éléments très, très pointés, dans le document et qui expliquent aussi, la logique derrière tout ça. Et donc, en plus de cette, réaffirmation de virilité, à produire une hiérarchie, civilisationnelle. Alors Puat explique, donc comment certaines politiques d'inclusion peuvent être donc récupérées par l'État libéral. L'homosexualité est donc, instrumentalisée comme outil à la fois de dégradation et donc comme tactique militaire. Une déviance homosexuelle attachée au corps terroriste. La féminisation prive le corps masculin de sa virilité attendue et donc compromet son pouvoir, de reproduire finalement sa propre nation. Donc on peut le dire, hein, la tolérance américaine envers l'homosexualité, c'est un fantasme nécessaire à l'homonationalisme et toujours rehaussé par tous les moyens possibles. Alors dans la préface, on a quelques mots justement de Gianfranco Ribuccini, hein, qui précise bien que, eh bien, les politiques de diversité, d'inclusion et de droits sexuels peuvent devenir des instruments d'hégémonie, c'est-à-dire des dispositifs par lesquels l'État libéral se légitime tout en consolidant les hiérarchies raciales, de classe et de genre. On est vraiment dans des échos, encore une fois, de réflexion très actuelle finalement. On voit bien que les choses, en tout cas, perdurent, en tout cas dans ce schéma particulièrement hiérarchisant et particulièrement violent. Pour terminer, on peut dire que l'essai montre comment certaines politiques d'inclusion LGBT peuvent donc paradoxalement finalement renforcer, hein, des logiques nationalistes et raciales, hein, tout en participant à la production d'un récit opposant un Occident supposé tolérant à des sociétés présentées comme intrinsèquement homophobes. On voit bien la complexité en tout cas de la réflexion derrière et qui est particulièrement pertinente. Vraiment, hein, je vous invite à découvrir ce texte, hein, c'est essentiel, hein, si vous vous intéressez en tout cas à ces sujets-là, mais pas seulement. Mais voilà, en tout cas, c'est une réflexion, je crois, essentielle et nécessaire pour comprendre aussi où on en est aujourd'hui. Très bonne lecture, bonne découverte et à très bientôt.